plancher de Dien Bien Phu était disposé en 3 centres de résistance comprenant 49 points d'appui. Au milieu se trouvait le PC du général de Castres avec 27 positions alentour. Tous étaient unanimes à considérer Dien Bien Phu comme une forteresse d'acier inexpugnable qui arrêterait net et écraserait inéluctablement les troupes régulières de l'adversaire si elles venaient à s'y aventurer. Le général de Castres fit répandre les tracts, lançant un défi à l'armée populaire du Vietnam et la provoquant de se livrer à une attaque contre Dien Bien Phu. Et c'est toi qui dirigeais les soins chirurgicaux? C'est-à-dire que j'étais le chirurgien en chef, le conseiller, j'étais conseiller du haut commandement de l'armée populaire. Et le président Ho Chi Minh me dit qu'il faut y aller parce que ça donnerait du courage aux gens et puis ça permettrait de voir comment on traite les blessés de guerre avec une chirurgie moderne, dans une bataille moderne, n'est-ce pas, hein. Maintenant, tu vois, hein, après tous ces événements, maintenant on voit que quand on fait la guerre, il faut toujours se demander comment sera la paix. Et moi, je pensais qu'à ce moment déjà, on devrait s'appuyer sur la chirurgie, la médecine française, à laquelle nous sommes très attachés par nos études, par nos principes. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à vous autres, en particulier à toi, pour la chirurgie qui me dépasse. C'est la chirurgie cardiaque, n'est-ce pas? Cette chirurgie qui demande tellement de choses sophistiquées, des machines. Moi, je suis un type qui travaille du doigt. J'ai inventé mon truc du foie avec les doigts, la digitoclasie, mais avec les machines, je ne traite pas. Quand je suis arrivé la première fois, mon premier étonnement fut de découvrir ce que le Vietnam n'est pas. Je me faisais de la rigueur socialiste une toute autre image. Ce qui frappe à Hanoï, c'est l'absence de présence militaire visible. Les gens portent souvent des vêtements militaires mêlés à des vêtements civils. C'est l'animation, intense mais sans désordre, même dans le centre traditionnel de la ville.
Hanoï a le charme désuet d'une ville de province. Hors des carrefours, les rues sont toujours paisibles. Les gens s'y activent dans un calme apparent que l'on voit rarement dans les villes d'Asie. Tout est resté à une échelle que l'on ne connaît plus dans les capitales occidentales. L'architecture y est une invitation permanente à la flânerie, que semblent pratiquer également bon nombre de Vietnamiens. Ce qui frappe encore, c'est le sourire des gens, un sourire omniprésent qui facilite les rencontres et donne à la ville une ambiance de légèreté que l'on ne s'attend pas à trouver dans un pays ayant de telles difficultés économiques. Mais la pauvreté est ici peu spectaculaire, masquée par fierté sans doute, mais surtout autrement vécue, acceptée comme provisoire. Et pour un occidental, l'aspect toujours un peu folklorique de la vie artisanale rend difficilement discernable la dureté des conditions de vie vietnamiennes. D'autant plus que cet artisanat fait preuve d'une débrouillardise qui ne cesse d'amuser et de rassurer tout à la fois l'étranger de passage, qui erre au hasard des rues, dont l'activité s'organise encore par corporation de métiers. Cette apparence un peu médiévale a un air de familiarité pour les Européens et leur rend la ville encore plus attachante. Je ne suis pas allé au Vietnam pour des raisons idéologiques, comme beaucoup d'étrangers rencontrés ici. J'ai eu la chance d'y venir en suivant quelqu'un, un ami, le professeur Tung, qui m'a fait rencontrer d'autres personnes. C'est à travers les gens que j'ai découvert le Vietnam. Malgré les restrictions officielles qui frappent les communications avec les étrangers, les Vietnamiens sont l'un des peuples les plus accueillants et les plus ouverts que je connaisse. Depuis 5 ans que je travaille régulièrement avec eux, nos relations débordent largement le cadre de la coopération technique. C'est tout un réseau d'amitié qui s'est constitué ici, à Hanoï, pour l'équipe médicale à laquelle j'appartiens. C'est moi, c'est toi qui as fait. Moi, je fais. Ah oui, ça. C'est bouillant. Oui, avant. Par combien de temps? Pendant une demi-heure. Nous sommes ici, à la demande du professeur Tung, un médecin anesthésiste, une infirmière et moi, pour enseigner la chirurgie cardiaque, qui est sûrement l'une des techniques les plus sophistiquées de la médecine moderne. Pour les Vietnamiens, la justification est claire. Ils considèrent les domaines de pointe de la technologie occidentale comme des locomotives capables d'entraîner l'ensemble de l'infrastructure technique du pays. C'est sympa. Je crois qu'on n'aura pas le temps de les opérer avant notre départ, parce que ça fait rien pour l'opération.
Je ne sais pas si les Vietnamiens ont bien mesuré, mais nous non plus, l'étendue des changements que la technologie moderne peut introduire dans leur pays. Quand nous sommes arrivés ici la première fois, nous avions comme but d'introduire nos techniques. Puis, très rapidement, il est apparu évident que si nous voulions introduire ces techniques restreintes, il fallait aussi développer tout ce qui constituait l'infrastructure médicale de la chirurgie cardiaque, à savoir la cardiologie médicale, la transfusion sanguine, toutes les explorations paracliniques, les laboratoires, et j'en passe. Et que par force, partis pour faire spécifiquement notre activité, nous nous sommes retrouvés à la tête de ce qui est maintenant un édifice absolument monstrueux, qui nous pose d'autant plus de difficultés que les méthodes de travail et les façons de raisonner nous sont apparues très différentes des nôtres. Nos manières de faire ont bousculé les habitudes et modifié les rapports entre médecins, chirurgiens et infirmières. La chirurgie cardiaque est un travail d'équipe, où chacun a sa part de décision face à des situations mouvantes, qui exigent de raisonner en permanence pendant les interventions, pour trouver très vite la solution la plus adaptée à l'état du malade, et cela instant par instant. Les Vietnamiens n'ont ni l'habitude de coopérer entre eux aussi étroitement, ni celle d'improviser à partir d'un arsenal de connaissances. En général, ils travaillent de façon verticale et imaginent qu'il y a toujours une solution écrite à toute situation. Vous avez toujours l'exigence qu'à une situation donnée corresponde une recette donnée. Oui, c'est ça. Et que, par essence, la chirurgie cardiaque, comme la plupart des techniques modernes, ne sont pas des choses qui marchent avec des recettes. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais prévoir, comme le pourrait théoriquement un immense ordinateur, la solution à toutes les situations possibles qui peuvent se présenter. Le Vietnamien, au point de vue culturel, c'est un livresque. Il aime bien, il répète facilement, mais il analyse très mal. Ce n'est pas, dans le sens de façon occidentale, vous savez analyser le plus souvent, pour vous, avant de faire la synthèse. Mais le Vietnamien fait rapidement la synthèse avant même toute analyse. La façon de voir est intelligente, mais très superficielle, parce qu'elle ne répond pas souvent à un problème donné, n'est-ce pas? Et ça, je le vois non seulement en chirurgie cardiaque, mais dans toutes les autres formations scientifiques. L'analyse ne fait pas très bon ménage avec le Vietnamien. C'est pour ça que j'ai appris chaque matin à mes étudiants de bien analyser le problème de façon concrète, poser les faits, et après avoir bien étudié les faits, on fait la synthèse et on trouve la solution. Et les Français, ils sont à l'Amérique normale, apparente. Je crois que ça, c'est sûrement faux. Bien l'appareil. La grande illusion des Vietnamiens, et la nôtre d'ailleurs, c'était de penser qu'il suffisait de transmettre des connaissances pour qu'elles soient appliquées. Et au départ, on nous a demandé de faire des cours et des démonstrations de chirurgie. Nous avons refusé parce que nous avions envie de travailler avec eux dans les mêmes conditions qu'eux. Mais nous n'avions pas d'idée pédagogique très claire. Nous pensions seulement que c'était mieux de participer aux interventions et de discuter avant et après. Avec le réducteur de Beck,
Non, attends, il faut reprendre au début, là, parce qu'il n'y a aucune raison qu'un rétrécissement mitral pur, ou même une insuffisance mitrale, elle devait avoir une insuffisance mitrale. Tu as dû, la première fois, augmenter l'insuffisance mitrale qu'elle avait. Oui. Bon, donc vous l'avez opéré pour insuffisance mitrale. Cela dit, une insuffisance mitrale qui a duré moins d'1 an, ça ne met pas un cœur dans un état irréversible. Donc on ne peut pas prendre l'excuse que son cœur était au bout du rouleau. C'est très différent du malade qu'on a opéré l'autre jour, qui lui avait une insuffisance aortique depuis très longtemps. Donc c'est pas un cœur qui était en très mauvais état en préopératoire. On oscille entre deux difficultés. Celle qui est de transmettre purement et simplement notre manière de faire, et puis une illusion, de dire ce sont des Vietnamiens, ils ne fonctionnent peut-être pas comme nous, et ils vont faire comme ils l'entendent. Je crois que les deux sont une erreur. Il est très clairement posé, pour eux comme pour nous, que la technique, nous la connaissons mieux qu'eux. Mais que par ailleurs, nous utilisons cette technique avec nos modes de pensée et notre mode de fonctionnement, qui n'est peut-être pas le même qu'eux. Notre but, c'est finalement d'arriver à ce qu'ils pratiquent correctement cette technique. Mais nous sommes obligés de nous remettre nous-mêmes en question pour démonter nos mécanismes et essayer de les adapter à leurs mécanismes à eux. C'est une espèce de jeu qui exige aussi d'observer attentivement le travail de chirurgiens vietnamiens chevronnés comme le professeur Tung. Ce qu'on essaye de faire, eux comme nous, c'est véritablement de greffer une nouvelle démarche de type occidental sur une culture qui est orientée vers autre chose. En me promenant dans Hanoï et les villages qui bordent ces lacs, j'ai pu mesurer à quel point les Vietnamiens demeurent attachés à leur passé. Je me suis souvent demandé comment la politique culturelle du régime, qui vise évidemment à créer un homme nouveau, pouvait être compatible avec la survivance des traditions sociales et religieuses. On continue à cultiver les arbres nains, à pratiquer le culte des ancêtres, à fréquenter les pagodes et à restaurer les monuments. J'ai toujours trouvé curieux ce mélange de communisme et de coutumes ancestrales, qui semble être un motif de fierté pour les autorités. Il reste que l'on voit protéger un environnement séculaire où s'enracinent encore les modes de pensée vietnamiens.
au Temple de la littérature, qui est une ancienne université où l'on passait des concours triennaux pour accéder aux fonctions publiques, on voit encore régulièrement des lettrés formés au début du siècle consulter les inscriptions des stèles où sont fixés les noms des candidats vainqueurs. C'est grâce à de tels hommes, qui ont connu la colonisation et reçu une éducation également française, que j'ai pu approcher un peu la sensibilité vietnamienne. Sans eux, tout me serait resté opaque, incompréhensible. Le professeur Tung est l'un de ces hommes. Étudiant, j'avais été fasciné lors de ses passages à Paris par la facilité qu'avait cet oriental à comprendre notre monde, à faire la synthèse de sa propre culture et de notre mode de pensée occidental. C'est grâce à cela qu'il a réussi à inventer de nouvelles techniques de chirurgie hépatique qui sont maintenant reprises en Occident. Notre présence au Vietnam n'avait de sens que si elle s'inscrivait dans sa démarche. Notre seule ambition était de continuer ce qu'il avait si bien commencé. Mon cheminement est déterminé par la culture vietnamienne que j'avais et la science occidentale qu'on m'a apprise et que j'ai bien apprise. J'avais une connaissance parfaite de notre culture. J'ai travaillé le caractère chinois quand j'étais tout petit et je connaissais très bien notre problème culturel, n'est-ce pas, surtout qu'au point de vue poésie, tout ça, tu sais. Et je me suis bien imprégné de ça et de la philosophie orientale qu'on m'a enseigné aussi. En chirurgie, comme n'importe quelle science, il faut avoir un certain sens de la philosophie. La culture, le problème de la culture générale est très importante pour l'éclosion des recherches. Et si un Vietnamien qui a une culture traditionnelle bonne et qui fasse confiance aux manières de travailler occidentales, en chirurgie cardiaque, il pourra avoir les mêmes résultats qu'en chirurgie hépatique. Je peux dire que j'ai complètement révolutionné cette chirurgie en matière de pathologie tropicale et même au point de vue technologie. Des élèves, s'ils s'intéressent, ils devraient développer dans le sens de la culture traditionnelle en même temps que l'étude de l'Occident. C'est par cette alliance qu'ils peuvent arriver à recueillir les fruits de cette harmonie de la pensée de l'Est et de l'Ouest.